Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Amis internautes de Prime News TV Bénin, bienvenue dans cette session d'information. Est-ce nécessaire de toujours prendre l'avis de ses parents dans le choix de son ou sa partenaire de vie? Élément de réponse dans ce journal. Le Forum international des syndicats s'est tenu à la Bourse du Travail à Cotonou. C'est une initiative de 3 grandes confédérations, à savoir la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB. En sport, le Bénin s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ceci à l'issue d'une rude confrontation avec la Libye ce lundi. C'est l'essentiel à développer en titre. Bonsoir et bienvenue à tous. Je l'annonçais en titre, la Bourse du Travail a servi de cadre le vendredi dernier au Forum international des syndicats. L'initiative émane de la CSA Bénin, de la CGTB et de l'UNSTB et vise à trouver des solutions adéquates aux syndicats qui souffrent d'une crise sévère de représentation en Afrique. Le point avec Priska Akwasou et Ores Aïcheou. Représentativité syndicale en Afrique, état des lieux et perspectives. C'est ainsi sur ce thème que démarre officiellement ce vendredi 15 novembre 2024 à la Bourse du Travail, le Forum international des syndicats. Organisé par 3 grandes confédérations telles que la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB, ce séminaire vise à trouver des solutions aux syndicats qui souffrent d'une crise sévère de représentation en Afrique. Le secrétaire général de l'UNSTB précise le contexte de cet atelier. Un bon séjour en terre hospitalière du Bénin. La représentativité syndicale, qui désigne l'aptitude d'une organisation syndicale à être la porte-parole des salariés dont elle entend défendre et promouvoir les intérêts, est l'une des plus importantes des 5 fonctions du syndicat. La CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB, en initiant cette rencontre internationale, vise d'une part à mener une réflexion prospective sur la représentativité syndicale dans une perspective d'un meilleur encadrement au plan international et d'autre part à collecter des outils pertinents de plaidoyer au plan national. Représentant des organisations syndicales, il donne le point de vue sur la thématique. La représentativité syndicale en Afrique est un sujet complexe et varié, influencé assez souvent par l'histoire, le contexte politique et des dynamiques socio-économiques qui sont très souvent faiblement perçues par les principaux acteurs concernés que sont les travailleurs. C'est vraiment des leçons que nous aussi nous pouvons tirer, de voir que en unissant nos réflexions, en mutualisant nos ingénieries, on peut parfaitement concevoir des plaidoyers à l'endroit de l'exécutif pour améliorer nos conditions de vie et de travail dans l'entreprise, car ça ne nous a pas échappé que l'employeur aussi travaille et vit dans l'entreprise. Le forum de ce jour aborde un défi crucial pour les organisations syndicales, celui de la représentativité et de la capacité à agir avec efficacité. Comme vous le savez, partout dans le monde, les syndicats souffrent d'une crise plus ou moins sévère de représentation. Cette crise revêt 2 dimensions à notre avis, l'une externe et l'autre interne. Venus pour remercier et renforcer leur collaboration, les différents partenaires s'expriment. Je suis particulièrement heureux de cette activité pré-congrès soit organisée par 3 grandes confédérations ensemble. Camarades, l'IFSI a déjà un long partenariat avec l'UNSTB à travers plusieurs projets successifs avec la CSA, dans
et des projets futurs dans lesquels même la CGTB sera également impliquée. Au nom du comité d'organisation, je voudrais vous dire que tous vos invités, c'est-à-dire les syndicalistes d'Afrique, les experts, ainsi que nos partenaires sociaux du patronat, sans oublier véritablement ceux grâce à qui ce rendez-vous se tient aujourd'hui, je vais parler de nos partenaires techniques et financiers, eh bien j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que tous vos hôtes, tous vos invités ont répondu présent à votre appel. Il me plaît de souligner que la FES, la Friedrich Ebert Stiftung, restera un partenaire engagé aux côtés des organisations syndicales. Car faut-il le rappeler, M. Friedrich Ebert, inspirateur de cette fondation, fut lui-même un syndicaliste. Il est à noter que ce forum international se poursuit jusqu'au 16 novembre 2024. Ainsi, pour cet atelier, une communication introductive, des panels de discussion sont organisés pour éclaircir les différents problèmes. La réincarnation est une idée selon laquelle les âmes renaissent dans de nouveaux corps après la mort. Mais ce phénomène est-il une réalité? Prince Zedeka Ganroko, nous traduit praticien, nous donne des éclaircissements. Il est au micro de Kenneth Salano. La réincarnation, c'est le processus, n'est-ce pas, de réappropriation, de réapparition d'un être qui avait existé de par le passé et qui avait fait un certain nombre de choses de par le passé, qui avait eu des exploits qu'on appelle peut-être un héros, un personnage énigmatique qui a laissé des traces indélébiles de par son parcours ici-bas. Et, n'est-ce pas, qui revient autrement à travers les arcanes de destinée, à travers un être qui est cher, d'accord, dans la famille, soit par le biais d'un fils ou bien d'un personnage public ou charismatique. C'est ce que pourrait dire par rapport à la définition, pour être plus simple, de la réincarnation, du processus de réincarnation. Voilà. Chez nous en Afrique, la réincarnation date depuis la nuit des temps, depuis des temps immémoriaux, depuis l'Égypte entière où l'humanité existait, d'accord, dans la mythologie ancestrale, originelle, kamite, d'accord. Et chez nous, quand on vient dans l'ère culturelle, la Diatado, la réincarnation a existé et existe. Il y a beaucoup de nos dignitaires, de nos rois, voilà, de nos rois, qui sont des illuminés dans la connaissance ancestrale, qui sont partis, qui ont laissé des traces et qui sont revenus, par exemple, à travers des enfants ou de petits-enfants, peu importe, ce n'est pas seulement une affaire de lignée, ce n'est pas forcément une affaire de lignée, c'est une affaire le corps se réincarne, n'est-ce pas, à travers un personnage qu'il aime, qui peut vraiment assumer cette fonction-là de réincarnation. La réincarnation, chez nous, dans l'ère culturelle, la Diatado, d'accord, se constate à travers d'abord les consultations. Les consultations. Pour poser les bases, pour reconnaître la valeur de la réincarnation, il faut d'abord avoir certaines preuves et aller consulter. Voilà, la source, mais le soubassement même, c'est la consultation. Il faut aller consulter pour voir. C'est pourquoi vous allez voir chez nous, lorsqu'un enfant veut naître, par exemple, dans nos familles, dans nos us et coutumes, d'accord, lorsqu'un enfant veut naître, on va faire la consultation. On consulte la géomancie, l'art divinatoire, pour voir l'enfant qui veut naître, il est la réincarnation de qui? Merci Djotoé, son ancêtre éponyme. Et cette consultation nous révèle les caractéristiques de cet enfant qui doit naître. Et voilà, l'enfant là est la réincarnation de tel. Et lorsque l'enfant naît, on lui fait des cérémonies, d'accord, de conformité, d'harmonie, n'est-ce pas, afférentes à cette réincarnation-là.
pour que la personne puisse remplir les conditions pour exercer comme cela se doit dans son parcours ici-bas. C'est souvent ce qui se passe. Et lorsque l'enfant naît, même depuis son bas âge, quand on le voit, on dit, voilà, tel enfant parle comme tel ancêtre. Il est la réincarnation de tel. Il est petit, mais il parle comme un grand. Il agit tel un grand, telle personne. C'est exactement ça. Le processus de réincarnation qui est comme ça en branle. Vous allez voir, il y a des adultes qui, excusez-moi du peu, qui n'ont pas cette sagesse-là. Mais il y a des petits qui peuvent les discipliner. Des petits en âge, bien sûr. C'est pourquoi on dit souvent, aux armes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. D'accord? Le petit enfant ou bien le petit garçon peut réfléchir, peut agir telle une grande personne. On dit, voilà, telle est la réincarnation de tel roi ou de tel autre ancêtre. Il agit comme tel. Il est un rassembleur, il a un esprit de rassembleur, de solidarité, l'esprit d'initiative, tel que telle personne l'avait fait de par le passé. C'est déjà le processus de réincarnation qui se manifeste de façon physique ici-bas. Lorsque nous on était petits, j'étais à Boycon, et il y avait un petit à l'époque, et on était mitoyen à quelqu'un qui était un dignitaire, et il y avait un petit de 3 ans, qu'on appelait Djakpata. Le petit s'appelle Djakpata. Mais tellement le petit est intelligent, il dit des trucs qui dépassent l'entendement même. Djakpata, c'est lui-même qui s'est surnommé Djakpata. Il dit tout ce qui sort de sa bouche, de ses lèvres, ses propos sont vraiment d'une intensité spirituelle, hautement spirituelle. Et un jour, il nous a été donné d'aller vers son père et son grand-père. Et ils nous ont souri, ils ont dit, ce petit-là, il est la réincarnation de tel. Ils nous sont sortis, ils sont partis dans la chambre, nous ont envoyé la photo, ils ont raconté l'histoire, comment ce petit est né, comment les choses se sont passées. Et nous avons vu que c'est vrai. Aujourd'hui, ce petit, depuis qu'il était dans les entrailles de sa mère, c'est-à-dire depuis que sa maman était enceinte, on disait qu'il serait le chef de la collectivité. Aujourd'hui, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Et il tranche. Pas possible. Quand il y a un problème, il ne se agite pas. Il s'assoit. Il écoute tout le monde. Quand les gens m'ont dit, il reste tranquille. Mais pas fini, il a le bout du tunnel. Et chacun se plie. Même les aînés, les grandes personnes qui ont les cheveux grisonnants se plient. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nos valeurs ancestrales sont en train d'être foulées aux pieds à cause du modernisme ou de la modernité, soi-disant. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent plus se faire recours, n'est-ce pas, à nos pratiques ancestrales, les balais d'un revers de main. C'est ce qui est dommage. Et dans l'ancien temps, Socrate nous l'a dit, les philosophes nous l'ont dit. Connais-toi toi-même. Tu connaîtras l'univers et les dieux. Revenons à nos bases pour évoluer. Kadi Seli l'a dit. Revenons à nos racines. C'est important. Autre information dans ce journal, à Grand Popo s'est tenue la 7e édition de la foire semencière agroécologique et de restauration des mets locaux en voie de disparition. Elle a réuni acteurs et forces vives de l'agroécologie des 6 communes du Mono. Le compte rendu est signé Priska Akwasou et Vital Amoussou. Agir maintenant en faveur de l'agroécologie, c'est la solution. C'est sur cette thématique que s'est accentuée cette 7e édition de la foire semencière, agroécologique et de restauration des mets locaux en voie de disparition au Bénin. Les semences en général constituent un facteur incontournable de production agricole. C'est pour cette raison que la FAEB a inscrit dans son programme d'organiser chaque année, dans une commune du Bénin, la foire semencière est accompagnée de la restauration des mets locaux qui sont en voie de disparition. Pour permettre aux populations de Grand Popo de découvrir de nouvelles pratiques agroécologiques
nous avons voulu faire une foire non commerciale. Lorsqu'on dit foire semencière, qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? Même les médicaments sans une semence. Mais nous parlons des semences paysannes qui sont des semences diversifiées qui contribuent pour 100% à nos systèmes alimentaires durables. Principaux artisans de l'agroécologie est venu pour exposer leurs produits et transformations. Ils montrent leur satisfaction. C'est une grande bénédiction d'avoir ce genre de manifestation. On pourrait l'appeler fête. Fête parce que ce sont des festivités, c'est une joie quand on s'alimente bien, qu'on a vraiment le bien-être en soi, qu'on est heureux. Et puis fête parce que aussi, eh bien, on a de quoi inscrire, tu vois, des hauts faits, des actions, tu vois, je veux dire, élévateurs, des actions qui nous emmènent à nous grandir chaque jour. J'encourage la FAEB à continuer dans cet objectif parce que, vous voyez, les enfants aujourd'hui, ils se précipitent à venir voir ce qui se passe. C'est que c'est une vision de demain. C'est vraiment une bonne initiative. Parce que en temps, nous consommons des mets et nous ne savons même pas là où viennent certaines mets. Cette fois, grâce à son caractère intercommunal et inclusif, reflète notre vision d'un développement agricole participatif où chaque commune, chaque acteur peut jouer un rôle essentiel. Je voudrais inviter la FAEB à ne jamais baisser les bras pour cette noble mission en vue de la préservation des semences endogènes, seul gage pour l'adaptation au changement climatique en vue de la résilience des communautés face aux effets pervers des changements climatiques. La visite des stands d'exposition des semences paysannes et la dégustation des variétés de mets proposées par les exposants ont meublé ce lancement officiel. Prévu pour prendre fin ce dimanche 10 novembre 2024, plusieurs autres activités telles que des communications et ateliers sur la production agroécologique ainsi que des animations culturelles sont au menu de cette célébration des mets locaux en voie de disparition. La problématique liée à l'implication des parents dans le choix de son ou sa partenaire de vie ne laisse personne indifférent de nos jours. Parents et jeunes ont des opinions diverses sur la question, mais doit-on toujours prendre l'avis des parents dans le choix de son ou sa partenaire de vie? Élément de réponse dans ce reportage signé Estelle Bissoupo. La vie de couple nécessite de nos jours une étude approfondie de l'être avec qui l'on désire partager toute sa vie. Une chose qui nécessite des fois la prise en compte des conseils d'une personne expérimentée en la matière. Mais doit-on toujours prendre l'avis de ses parents dans le choix de son conjoint? Les avis divergent dans le rang des citoyens. Ce n'est pas pour dire qu'ils doivent décider à notre place. Mais quand on dit les impliquer, c'est d'avoir leur avis sur la question. C'est une problématique de la société qui inquiète beaucoup, qui fait beaucoup de dégâts aussi. Mais personnellement, je pense qu'il ne faut pas forcément intégrer ses parents au choix de son conjoint ou bien de sa conjointe. Mais vu qu'il faut la bénédiction, parce que nous sommes dans un contexte africain, il faut la bénédiction de ses parents. Pour ça, on ne doit pas forcément primer leur intégration, mais on doit veiller à ce que ces parents-là nous accordent leur bénédiction. En tant que jeune femme, nous avons chacune reçu une éducation. Et en temps normal, quand tu veux entamer une relation avec un homme, un individu, il est bien de le présenter à ses parents. Compte tenu des rapports que nous avons à nos parents, certaines personnes peuvent ne pas vouloir le faire. Mais pour une sécurité, celle de la femme, il est très important de présenter son partenaire à ses parents. Mais cela aussi permet plus une certaine entente entre la famille de l'homme et celle de la femme. Donc, moi, je pense qu'il est primordial que la jeune fille puisse présenter son partenaire à ses parents pour assumer sa propre sécurité et celle de son bien-être.
doit forcément parler du choix de notre partenaire à nos parents pour leur approbation par ces deux familles qui se lient et plusieurs choses. Mais on ne doit pas aussi les intégrer à toutes les problématiques liées à notre vie de couple avec le ou la partenaire en question. Sur la question, Josiane Adjaka, conseillère matrimoniale, donne son avis. Impliquer ses parents dans le choix de son de sa partenaire de vie, pour moi, ce n'est pas indispensable, ce n'est pas nécessaire. Ma réponse peut paraître mitigée, mais la réponse négative pèse beaucoup plus sur celle positive. Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Parce que quand on parle de couple, c'est un cheminement. C'est un cheminement pour aller à une vie commune. Impliquer ses parents dans le choix de son ou sa partenaire de vie, c'est une erreur. Mais, comme je l'ai dit au début, que la réponse peut paraître mitigée, comme on le dit chez nous. Vieux assis voit mieux qu'un jeune debout. Il est vrai, le regard du parent peut orienter. Comme je l'ai dit tantôt, quand le partenaire, la partenaire vient à la maison, ses faits et gestes, ses réactions par rapport à certaines situations se produisant à la maison, le parent expérimenté peut se faire déjà une idée de quel type de partenaire il est. Et si dans le même temps, l'enfant, le parent a su développer une communication profonde avec son enfant, l'enfant pourrait être en mesure de lui dire: et ainsi, voilà telle situation qui se passe avec mon partenaire, voilà ci, voilà ça. Et étant expérimenté peut lui donner des orientations pour le choix de son conjoint. Pour une parfaite harmonie au sein des couples et afin de ne pas s'exposer aux désagréments liés aux ruptures de couple, les jeunes sont appelés à se faire orienter par des personnes expérimentées, en l'occurrence leurs parents. À présent, le condensé de l'actualité internationale avec Estelle Vissoukbo. Aux États-Unis, de grandes entreprises s'attaquent à l'agence fédérale chargée des droits des travailleurs. Devant une cour d'appel fédérale lundi 18 novembre, les géants Amazon et SpaceX ont plaidé contre l'agence qu'ils accusent d'être contraire à la Constitution. Même si le verdict n'est pas attendu dans l'immédiat, plusieurs syndicats voient dans cette action en justice une attaque contre les travailleurs comme un symbole de ce qui peut advenir avec le retour de Donald Trump à Washington. Le président russe Vladimir Poutine a signé ce mardi 19 novembre, au 1000e jour de son offensive contre l'Ukraine, le décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire, juste après que les États-Unis ont autorisé Kiev à frapper le sol russe avec ses missiles à longue portée. Au Sénégal, c'est sans doute ce mardi 19 novembre 2024 que l'on saura si le PASTEF est en mesure de franchir la barrière des 3/5 des députés dans la future Assemblée nationale. La question est importante car dans ce cas, le parti du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko pourra changer la Constitution et faire poursuivre en justice certains dignitaires de l'ancien régime. Le Bénin se qualifie pour la CAN Maroc en 2025, voilà, et se retrouve ainsi en deuxième position dans le groupe D avec 8 points. Judicaël Davor pour plus de précision. Dans un match marqué par une tension extrême, les Guépards du Bénin ont arraché leur qualification pour la CAN Maroc 2025 face à la Libye ce mardi 18 novembre 2024. Match lequel comptait pour la 6e et dernière journée de cette campagne des éliminatoires. Malgré les grosses tentatives sur son but, les arrêts du portier Marcel Dandinou ont permis aux Béninois d'obtenir le point du match nul. Une brillante qualification qui tire sa source dans la discipline et la solidarité défensive de l'effectif de Guénot Roar.
Après l'édition de 2019, le Bénin rejoint encore une fois la liste des qualifiés pour la CAN 2025. Il faut notifier que la délégation béninoise est attendue dans la soirée de ce mardi 19 novembre 2024 à Cotonou, où un accueil chaleureux lui sera réservé par le ministère des Sports et par le public sportif béninois. Stop et fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation de ce journal. À très bientôt.